Alors, les tests de Welsh et de Little pour les données manquantes. Alors, les deux tests dont je vais vous parler dans cette capsule sont des tests qui nous aident à évaluer si on est dans une situation MCAR, donc de données Missing Completely at Random. Le premier test, en fait, c'est plusieurs tests. Donc, on va faire plusieurs tests de Welsh pour le faire. Et la deuxième approche, c'est de faire un seul test de Little pour le faire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus ces deux tests-là. Alors, le premier, le test de Welsh, en fait, un test de Welsh, c'est tout simplement un test de student pour variance inégale. C'est rien de plus compliqué que ça, donc je ne vais pas le réexpliquer. L'idée, c'est de prendre notre variable où on a des données manquantes et puis de faire un test pour comparer les moyennes dans les cas où la variable est présente et dans les cas où la variable est manquante pour toutes les autres variables qu'il y a dans le jeu de données. Donc, comme ça, on va voir si la variable, le patron, le mécanisme de non-réponse est lié à une autre variable. Donc, c'est une approche qui peut nous aider à identifier les variables pour lesquelles on doit ajuster les procédures de traitement des données manquantes. Le problème, c'est que ça implique beaucoup de tests. Donc, qui dit beaucoup de tests, dit correction de Bonferroni. Donc, il faut faire attention à nos p-valeurs, tout ça. Donc, ça ne tient pas compte des corrélations entre les variables. Et puis, finalement, ben, ça ne garantit pas l'hypothèse MCAR. Et je vais vous expliquer un petit peu plus ce que je veux dire par là. Donc, c'est un test de student. Alors, c'est un test pour lequel, dans notre hypothèse nulle, on va supposer que les données sont MCAR. Et dans notre hypothèse alternative, on va supposer qu'elles ne sont pas MCAR. Donc, on peut supposer qu'elles sont MAR plutôt, Missing at Random. Donc, on va faire nos tests de student, on va comparer nos moyennes et puis on va obtenir une p-valeur. Donc, supposons que j'obtiens une p-valeur qui est inférieure à un certain seuil que je vais me donner. Disons 0,05, le seuil qu'on utilise souvent. Donc, si ma p-valeur est inférieure à 0,05, ben, je vais conclure en faveur de H0. Donc, je vais dire que mes données, elles ne sont pas MCAR et c'est fiable de dire ça. C'est très correct là, de conclure que les données ne sont pas MCAR si la p-valeur est plus petite que 0,05. Si par contre, ma p-valeur est plus grande que 0,05 ou que le seuil que je me suis fixé, même si ma p-valeur était égale à 0,8, mettons. Donc, est-ce que ça veut dire que je peux conclure que H0 est vrai? Non. Vous le savez, hein, c'est la nature des tests d'hypothèse. On ne peut pas conclure que H0 est vrai. On peut rejeter H0, mais on ne peut pas conclure que H0 est vrai. Et puis ici, c'est un excellent exemple de situation où on peut vraiment pas conclure que H0 est vrai. Pourquoi? Parce que ça pourrait tout simplement être que notre non-réponse, elle est liée à une variable qu'on n'a pas observée dans le jeu de données. Donc, on pourrait très bien être dans une situation de not missing at random. Donc, il faut faire attention à ça. C'est une indication quand même, là. Ça nous donne une information, ce test-là. C'est juste qu'il ne faut pas le prendre comme une vérité absolue. Le test de Little maintenant. Le test de Little, lui, plutôt que d'avoir à faire plein de tests, on va comparer tout ça dans un seul et même test. Donc, je vous invite à lire les sections 3.1 à 3.3 de l'article de Little. Les références sont à la fin des diapositives. Alors, l'article de Little est parfois un peu difficile à comprendre en termes de notation. Donc,
l'idée ici, c'est juste de vous l'expliquer un petit peu pour que vous expliquer un peu la notation puis le concept global pour vous aider à comprendre ces sections-là de l'article. Donc, il faut commencer par comprendre ce que c'est qu'un patron de non-réponse. Le patron de non-réponse, dans l'article, il est noté SJ. Donc, le J, ça correspond au nombre de patrons de non-réponse qu'on a. Donc, le plus facile, c'est vraiment de le faire avec un exemple. Donc, je reviens avec mon exemple là, où on observe les gens qui circulent sur la route et puis on note si leur vitesse, s'ils ont une distraction, s'ils portent une ceinture, tout ça. Et on va regarder ici les données qui sont manquantes. Donc, on en a une ici, ici et on en a deux là. Alors, regardons maintenant la matrice de réponse. R en bas, c'est ma matrice de réponse. Donc, vous voyez que c'est une matrice qui a 7 lignes et 4 colonnes. Donc, ça correspond à ma matrice X ici, où j'ai 1, 2, 3, 4 variables. Là, évidemment, l'identifiant, c'est pas une variable. Donc, j'ai 4 variables et 7 observations. Alors, cette matrice-là contient 1 si la réponse est observée, 1, 0 si c'est une donnée manquante. Alors, un patron de non-réponse, ça se regarde par ligne. Donc, on va regarder la première ligne qui correspond à la première observation. Et ici, ce qu'on voit, c'est que toutes les valeurs sont observées. Donc, ici, on a un premier patron de non-réponse qui va correspondre à S1. Ça va être notre patron de non-réponse S1. La deuxième ligne, les deux premières observations sont présentes, les deux premières variables sont observées, les deux autres non. Donc, on va appeler ce patron de non-réponse-là S2. La troisième ligne, tout est présent, mais c'est un patron de non-réponse que j'ai déjà observé. Donc, c'est encore le patron de non-réponse S1 qu'on a ici. C'est le même que le premier. La quatrième ligne, c'est un nouveau patron de non-réponse qui est S3. Parce qu'il y a juste la dernière observation qui est la dernière variable qui n'est pas observée. La ligne suivante, ça correspond exactement encore au patron de non-réponse S1. Et puis, les deux dernières lignes correspondent exactement au patron de non-réponse S3. D'accord? Donc, le nombre de patrons de non-réponse, il correspond au nombre de lignes distinctes que j'ai dans ma matrice R. Alors, ici, j'en ai 3. J'ai S1, S2 et S3. Donc, pour revenir sur la notation qu'il y a dans l'article, le grand J, il va être égal à 3 parce que j'ai 3 patrons de non-réponse. Alors, autre élément qui va nous intéresser, c'est P1, qui va être le nombre de variables que j'ai dans mon premier patron de non-réponse. Donc, ici, P1, dans le premier patron de non-réponse, j'ai observé 4 variables. Dans le deuxième patron de non-réponse, P2, j'ai observé 2 variables. Et dans le troisième patron de non-réponse, P3, j'ai observé 1, 2, 3 variables. 3 variables. Alors, ça, c'est le nombre de variables. Maintenant, l'autre élément qui va nous intéresser, c'est le nombre d'observations que j'ai qui correspondent à chaque patron de non-réponse. On va le noter M1. Pour le premier patron, donc M1, j'ai combien? 1, 2, 3 patrons de non-réponse, 3 observations qui correspondent à ce patron de non-réponse-là. M2, comptons, j'en ai une seule. Ouais. M2 est égal à 1. Et pour le troisième patron de non-réponse, 1, 2, 3. J'en ai 3. Donc ça, c'est exactement la notation qui est utilisée dans l'article. Donc je vous ai fait un exemple parce que, évidemment, tout est expliqué là, dans la section 3.1 de l'article, mais je pense que c'est plus facile à comprendre avec un exemple comme ça. Alors, on a notre notation. Maintenant, regardons les hypothèses de ce test-là. Ben, c'est la même chose que pour que précédemment. Là. Donc, sous H0, c'est que nos données sont MCAR et H1, les données ne sont pas MCAR.
Alors, regardons la statistique de test. Et encore ici, j'utilise exactement la même notation que Little parce que le but, c'est de vous aider à comprendre l'article. Alors, on a notre statistique de test ici qui est D. Et là, regardez, ici, on fait une somme sur J. Donc, on va faire une somme sur chacun des patrons de non-réponse. Dans l'exemple qu'on avait pris tantôt, là, on avait 3 patrons de non-réponse, donc on va sommer de 1 à 3. MJ, ici, ben c'est comme si on venait pondérer par le nombre d'observations qu'il y a dans chacun de nos patrons de non-réponse. Donc, on fait une somme pondérée de tous nos patrons de non-réponse. Et ici, là, ce morceau-là, ben c'est comme si on venait le mettre au carré, là, parce qu'on vient le multiplier de l'autre côté aussi ici. Donc, ce morceau-là, c'est l'écart que j'ai entre Y. Et là, encore une fois, je prends la notation de Little. Habituellement, nous, on utilise un X pour parler des valeurs observées. Lui, il utilise des valeurs de notre jeu de données. Lui, il utilise Y. Donc, j'utilise le Y là, pour que vous compreniez bien l'article. Donc, ici, là, le Y observé, c'est que pour le patron J, je vais prendre toutes les variables que j'ai observées pour ce patron-là, je vais calculer leur moyenne et je vais comparer ça à la moyenne de ces variables-là pour tous les autres patrons de non-réponse. Ben, en fait, pour l'ensemble des données que j'ai. Mais évidemment, je peux juste comparer les variables qu'il y a dans ce patron de non-réponse-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la somme par patron de non-réponse. Donc, je vais comparer comme ça les deux. Donc, évidemment, là, plus cet écart-là est grand, plus je m'éloigne d'une égalité dans mes moyennes. Donc, plus je m'éloigne de mon hypothèse MCAR. Ici, là, on vient tout simplement tenir compte de la matrice de variance-covariance dans le test. Donc, l'idée de ce test-là, c'est que plus cette statistique-là va être grande, ben, plus cet écart-là est grand, plus la statistique est grande, évidemment. Donc, plus on s'éloigne de la non-réponse. Cette statistique-là, et là ici, on a fait des petites hypothèses là, que vous pouvez aller voir un petit peu plus en détail dans l'article, mais il faut utiliser un estimateur du maximum de vraisemblance. Il y a différentes façons de le faire. Il faut utiliser un algorithme M pour trouver les estimateurs. Bref, le calcul est un petit peu plus compliqué que ce que je suis en train de montrer là. Je veux juste vous montrer l'idée générale. Donc, plus cette valeur-là est grande, plus on s'éloigne de l'hypothèse nulle. Donc, cette valeur-là, notre statistique de test, ce que Little vous explique dans l'article, c'est que ça va suivre une distribution du Qui2 à, ça c'est son nombre de degrés de liberté. Ici, c'est le nombre de degrés de liberté de ma distribution du Qui2. PJ, là, je vous rappelle que c'est le nombre de variables observées dans le patron de non-réponse. J et P, c'est mon nombre de variables totales. Donc, mon D, il va suivre une distribution du Qui2. Vous savez de quoi elle a l'air à peu près, ma distribution du Qui2? Elle a l'air de ça. Donc, ici, là, ça va être mon D carré que je vais observer. Donc, plus la valeur que j'observe, plus la valeur de D carré que j'observe est élevée, plus je m'éloigne de ce que ça devrait suivre si l'hypothèse nulle était vraie, qui est cette distribution-là ici. Donc, si j'observe un D qui est à peu près ici, je me dis, ah, ben, ça a bien l'allure de se dire que ça pourrait effectivement, l'hypothèse nulle pourrait effectivement être bonne. Mais si j'observe un D qui est ici, ben, je vais me dire, je m'éloigne un peu de la distribution que ça devrait suivre sous H0. Donc, je vais me dire, H0 est probablement pas vrai. Donc, la stratégie classique pour prendre une décision là-dessus, c'est d'aller calculer. Ici, mettons que c'est mon D observé. D calculé, mettons. Donc, le D calculé, c'est d'aller calculer la probabilité d'observer une valeur aussi extrême que ça. Et ça, ici, c'est ce qu'on appelle la P-valeur. Donc, cette P-valeur-là, plus elle est petite, plus on rejette H0.
Donc là, toute la question de à combien on fixe la p-valeur, c'est toujours une question qui est un peu... qui dépend beaucoup des situations puis de ce qu'on est prêt à tolérer comme risque. Donc, si la p-valeur est plus petite qu'un certain seuil choisi, classiquement, là, la façon d'interpréter ça, c'est si la p-valeur est plus petite qu'un certain seuil choisi, on rejette H0 et on conclut que les données ne sont pas MCAR. Si la p-valeur est plus grande que le seuil choisi, bien vous le savez, on ne peut pas conclure que H0 est vrai. C'est la même chose que pour le test de le test de Welch, pardon, dont je vous ai parlé précédemment. Donc le concept est le même. On ne peut pas conclure que H0 est vrai. Après, sur la question du seuil et de conclure si H0 est vrai, une p-valeur dans un test, il faut interpréter ça pour ce que c'est, c'est-à-dire une probabilité d'obtenir une valeur aussi extrême, si l'hypothèse nulle était vraie. Donc, c'est ça, la p-valeur. Il n'y a pas vraiment d'autre interprétation possible que ça. Et puis, l'idée, là, c'est pas de se fixer un seuil, puis de se dire, ben, à partir de ce seuil-là, je rejette, puis à partir de ce seuil-là, je rejette pas. Dans ce contexte-ci, l'idée, c'est d'utiliser ce seuil-là pour se dire, est-ce que mon hypothèse de MCAR est raisonnable ou pas? Donc, selon le contexte que vous avez, puis selon l'importance que vous accordez à la qualité de vos estimations, selon le nombre de données manquantes que vous avez, puis selon votre connaissance du domaine, vous allez pouvoir utiliser la p-valeur comme une information supplémentaire pour vous permettre de prendre une décision. Mais il ne faut pas utiliser la p-valeur comme une vérité absolue. Il faut à peu près jamais faire ça. Donc, la p-valeur, c'est une indication de plus, c'est une information de plus que vous avez pour vous aider à prendre une décision, mais ce n'est pas une vérité en soi. Alors, le test de Little, il ne nous indique pas quelles variables sont problématiques. Donc, il fait un test global, on arrive à la fin, on a un résultat, c'est un peu comme une analyse de variance, hein? On ne sait pas laquelle des moyennes est différente quand on a fait une analyse de variance. Ensuite, le test suppose la même matrice de covariance pour tous les patrons de non-réponse. C'est une hypothèse qui est un peu embêtante, mais en même temps, on vit très souvent avec cette hypothèse-là. Et des études de simulation certaines sont d'ailleurs présentées dans l'article de Little, ont mis en évidence un manque de puissance du test. Donc, quand le test n'est pas très puissant, on va avoir tendance à augmenter un peu la p-valeur à partir de laquelle on rejette H0. Donc, j'aurais tendance à prendre une p-valeur un petit peu plus élevée dans ce contexte-là. Et enfin, bien évidemment, ça ne permet pas de garantir l'hypothèse MCAR. Donc, l'hypothèse pourrait être, le mécanisme de non-réponse pourrait très bien être not missing at random, même si votre p-valeur est de 0.8, mettons. Alors, voilà, on a vu deux tests, le test de Welch et le test de Little. Dans les deux cas, ce ne sont pas des vérités absolues, mais ce sont des informations qu'on peut utiliser pour juger du mécanisme de non-réponse. Donc, c'est ça, on regarde la p-valeur du test, on se fie un peu à notre jugement, à notre connaissance du domaine, à notre connaissance des données, puis aux experts aussi de ces données-là, et puis on est capable de juger le mécanisme de... Ça peut nous aider à déterminer c'est quoi le mécanisme de non-réponse. Donc, je vous invite à aller lire l'article de Little, c'est la section 3 qui nous intéresse ici, et puis à utiliser la vidéo que je viens de vous présenter pour vous aider peut-être à comprendre cette section-là.